La difficulté qu'a les Républicains, c'est de pouvoir élargir leur socle électoral. Et dans les trois options que vous proposez et qui sont citées par le bureau politique, c'est que vraisemblablement, ce sera Bruno Retailleau qui sera désigné d'une manière que ce soit. Parce que ce soit auprès des sympathisants, que ce soit auprès des adhérents, ou que ce soit une désignation de lui comme candidat, au regard du fait qu'il ait réalisé 75% du vote des adhérents l'année dernière en devenant président des Républicains, du fait qu'il soit le plus populaire, vraisemblablement, le socle est tellement restreint qu'il sera désigné. La question, c'est est-ce que ça suffira pour les Républicains pour enclencher une dynamique et pouvoir battre le principal concurrent qu'ils ont sur l'espace du bloc central, qui est Édouard Philippe? Est-ce que ça permettra également de faire revenir des électeurs qui sont partis plutôt du côté du Rassemblement national ou du côté de Reconquête? Là, c'est beaucoup plus incertain. Mais ce soir, c'est plutôt Bruno Retailleau qui l'a emporté parce qu'il a imposé son mode de désignation et le périmètre est restreint du fait que ce soit lui le plus populaire. Et vraisemblablement, je pense que ce sera lui qui sera désigné candidat des Républicains avant la fin de l'été. Démissionner. Qu'est-ce qui se joue au PS en ce moment? Ce qui se joue, c'est d'une part la question du leadership au sein du Parti socialiste et puis également la question de la désignation du candidat à l'élection présidentielle. Et vous avez deux lignes ou même trois au sein du Parti socialiste, celle qui partirait plutôt davantage au centre en se disant on va récupérer les électeurs d'Emmanuel Macron dans la mesure où Emmanuel Macron n'est pas candidat et on peut récupérer ses électeurs. C'est le coup qu'ont réussi Benoît Payan et Emmanuel Grégoire à Paris, Benoît Payan à Marseille et Emmanuel Grégoire à Paris. Et ensuite, après, il y a une autre ligne qui partirait plutôt sur une tactique d'union de la gauche. Et ce sont plus ou moins un périmètre plus ou moins restreint, soit avec la France insoumise, soit sans la France insoumise. Donc, soit dans une primaire de la gauche, soit dans une union avec la gauche. Quand vous regardez les résultats des élections municipales, il y a à peu près trois grilles de lecture. La première, c'est que ceux qui n'ont pas fait d'alliance avec la France insoumise ont réussi à récupérer beaucoup de voix au centre. C'est le cas de Grégoire et c'est le cas de Payan. Ceux qui ont fait des alliances avec la France insoumise ont perdu un petit peu au centre, mais l'ont quand même un petit peu emporté. C'est le cas de Doucet et de Johanna Rolland à Nantes. Par contre, ceux qui ont mis et ça, c'est le dernier cas, et c'est ça le pire cas pour la gauche. Si par cas, vous avez une tête de liste qui est France Insoumise, vous avez un rejet qui est beaucoup plus important. Et c'est à peu près ça, les trois grandes figurations. Et chacun incarne une ligne politique pour pouvoir jouer sa partition en vue de la prochaine élection présidentielle. Moi, je pense qu'au vu de la désignation et vu comment ça se passait, on partirait plutôt sur la deuxième option, qui est celle d'une primaire de la gauche en octobre, telle que l'avait prévu Olivier Faure avec Marine Tondelier, le Parti communiste et différents membres de la gauche. Et qu'à ce moment-là, chacun va pouvoir débattre de sa ligne et que ça va être les électeurs qui vont trancher. Qui veut élargir plus largement que la base de la droite et du centre et qui veut essayer de récupérer une partie du centre-gauche qui refuserait un accord avec la France insoumise. Parce que quand vous regardez les élections municipales, il y a deux grands vainqueurs qui sont Édouard Philippe au sein du bloc central et le bloc de gauche modéré qu'on pourrait appeler Glucksmann-Hollande. C'est à peu près ça qui est sorti plutôt de ces élections. Et donc je pense qu'il se dit qu'il y a une option auquel il peut faire un peu comme le même coup qu'Emmanuel Macron en 2017, c'est-à-dire réunir du centre-gauche jusqu'au centre-droit. Quand vous regardez ses interviews de manière constante depuis 2022, il dit la même chose, c'est qu'il veut réunir des sociodémocrates jusqu'à la droite dite conservatrice. Donc ça veut dire ça partir d'un attelage allant de Glucksmann jusqu'à Bruno Retailleau. C'est ça qu'il veut faire. Ensuite, après, quand on parle des dispositifs sur comment désigner un tel candidat, il faut regarder comment ils ont fait la dernière fois. C'est-à-dire, Édouard Philippe, c'était l'ancien lieutenant d'Alain Juppé. Bruno Retailleau, c'était l'ancien lieutenant de François Fillon. Donc ils savent exactement comment on organise une grande primaire de la droite et du centre et que ça a plusieurs conséquences. La première, c'est que ça coûte cher. Ça a coûté en 2016 4 millions d'euros. Deux, ils ont mis du temps à l'organiser. Ça avait mis 2 à 3 ans pour pouvoir s'organiser. Donc, lorsque vous parlez d'un dispositif maintenant, c'est ça qui permet de dire à Virginie Leguet que ça n'arrivera pas parce qu'en fait, vous ne pouvez pas matériellement le faire de manière concrète. C'est-à-dire qu'il faut mettre en place 10 000 bureaux de vote, ça coûte énormément d'argent, qui va payer, etc. Comment vous définissez le périmètre, qui est candidat, est-ce que celui qui perd acceptera de se ranger derrière l'autre? Donc, moi, j'ai à peu près le même avis que Virginie. Il y aura 3 candidats ou peut-être 2. Il y aura Attal du côté de Renaissance, peut-être qu'il sera candidat au début pour négocier après. Il y aura Édouard Philippe et du côté des Républicains, ce sera d'une manière ou d'une autre Bruno Retailleau qui sera désigné. Et qu'à ce moment-là, les 3 devront se mettre plus ou moins ensemble avant le premier tour s'ils veulent espérer se qualifier au second.